Bienvenue dans l'instant débat fait croiser sur Eden Télévision et Diaspora FM. Les Béninois l'attendaient pour ce week-end. C'est désormais chose faite. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, a remanié son gouvernement. À première vue, le successeur de Thomas Boni a conservé son noyau dur. Sans grande surprise, les ministres proches de Adjavon et Salier du président ont été débarqués du gouvernement. On note 9 entrées pour 7 départs. Décryptage dans ce numéro de fait croisé. Pékli Dovic Dagba, bonjour. Bonjour à vous. Tranquille en 4 minutes. J'ai été absent pendant 10 jours, c'est normal, que vous embrouillez. C'est la meilleure façon, en tout cas, de vous souhaiter la bienvenue. Merci vraiment de rejoindre l'équipe. Et là, aujourd'hui, pour décrypter cette actualité brûlante de l'heure, ici au Bénin, la seule qui vaille d'ailleurs par ces temps, c'est avec vous. Et bien sûr, pour l'invisseur, vous êtes juriste, vous êtes analyste politique. Alors, comme tous les Béninois, ce vendredi, c'était d'abord la hantise, puisque on ne savait pas si c'était réel, si c'était vrai ou pas. Le débat a fait rage sur les réseaux sociaux. Finalement, on a entendu la voix officielle sur la télévision nationale. Le nouveau gouvernement a été annoncé. Quel a été votre état d'âme tout au long de cette journée ? Écoutez, on va dire un peu une libération, parce que effectivement, depuis la démission un peu fracassante de M. Candide Azanaï et la sortie tout dernièrement de M. Réromain, évidemment, on s'attendait à ce qu'il y ait une petite touche pour quand même réaménager l'équipe gouvernementale. Et bien évidemment, avant que cette décision ne soit officiellement connue, vous savez très bien que WhatsApp et les réseaux sociaux ont déjà à plusieurs reprises, disons, annoncé le gouvernement. Voilà, donc vendredi dernier, c'était effectivement une libération, parce qu'on se dit, voilà, enfin, on a l'information officielle. Mais avant tout ça, cette attente qui même a été teintée à des moments donnés de rebondissement. On a eu droit à des équipes de gouvernement qui sont sorties, on a eu droit à des délais, et certains journaux ont même parlé de 2 mois d'attente encore et tout cela. Comment on peut expliquer ça, cet engouement pour ce remaniement ministériel qui quand même normalement devrait être ordinaire, tout simplement? Oui, il faut pas perdre de vue le contexte. Nous sommes dans un pays où les politiciens continuent quand même d'avoir un certain effet sur la population. Ce sont les stars, c'est quand même eux qui décident de notre sort. Donc que les populations s'intéressent. Malheureusement, ils continuent d'être des stars. Pas malheureusement. Bon, sur certains fronts, on dirait oui. Mais voilà, donc c'est normal que les populations s'intéressent à la décision qui sera prise dans ce sens, parce qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, c'est quand même au bout de leur stylo, nous avons notre avenir, l'avenir de nos enfants. Donc c'est important que effectivement les populations s'intéressent à toute décision qui doit être prise dans ce secteur-là. Et donc pour moi c'est tout à fait normal cette tendance des populations à être véritablement à l'écoute, à faire un marquage à la culotte de tout ce qui, en termes d'information, tout ce qui sort du pouvoir exécutif. Donc on peut dire que dans cette situation, la règle a encore été respectée, c'est-à-dire que la politique où l'équipe gouvernementale reste encore le sujet de grande préoccupation pour les populations. C'est important parce que, comme je l'ai dit tantôt, notre avenir dépend en majorité de décisions qu'ils prennent. Vous avez beau être, même si vous êtes du secteur privé ou quel que soit votre type d'activité, la décision de l'homme politique vous engage et vous affecte. Et donc c'est important et c'est normal que les populations s'intéressent à l'activité des hommes politiques, tout simplement. Et voilà, la personne à qui le peuple a donné un mandat pour remanier comme il le veut et quand il le veut, il l'a fait, au moment où on s'y attend le moins, parce que ça fait plusieurs mois déjà en arrière qu'on mijote cette information dans la presse. Et l'équipe, c'est une équipe de 22 membres. Votre analyse sur la taille
de l'équipe gouvernementale? Alors, 22 membres, je crois que c'est modeste, c'est réaliste, ça tient compte d'un certain nombre de paramètres. Le Bénin, quand même, n'a pas assez de ressources, donc il ne faut pas, disons, créer trop de charges. Donc, à mon avis, 22, c'est quand même raisonnable pour un pays d'environ 11 millions d'habitants. Et surtout, les enjeux qui sont sur place. Vous savez que ces 20 dernières années, le Bénin, nous avons été habitués à un certain nombre de choses de la part de nos hommes politiques qui font qu'aujourd'hui, lorsque vous prenez la gestion dans ces conditions-là, c'est assez délicat. Nous avons tout compris pratiquement de travers. La démocratie aujourd'hui pour beaucoup c'est mal, hélas c'est le non-respect des règles, c'est les injures, on se permet c'est le manque de respect aux autorités. Bref, lorsque vous prenez vous êtes chef de l'État, dans ces conditions, ça ne doit pas être assez facile. Donc, je pense que 22 ministres, pour moi, c'est modeste, c'est réaliste. Est-ce qu'on peut dire que l'homme est resté fidèle à sa prescription du départ? Il disait qu'il allait gérer autrement les choses. On pensait qu'on allait avoir une taille de gouvernement plus réduite. On était à 21, aujourd'hui on passe à 22 ministres. Est-ce que c'est toujours le train de vie de l'État qui, ma foi, préoccupe l'homme? Il y a ça, un peu, oui, ça se voit. Quand je parle de défis, n'oubliez pas, ne perdez pas de vue les réformes qui ont été engagées par le gouvernement. Récemment, il y a eu une réforme à l'université qui a permis de découvrir que nous avons environ 3000 personnes qui continuent de se faire payer gracieusement des bourses. 3000 boursiers fictifs. Alors même qu'ils n'existent pas. Voyez-vous, c'est quand même grave ce que ce pays est devenu. Et évidemment, lorsque vous faites ça, vous ne pouvez pas avoir des amis, vous n'aurez pas que des félicitations. Et donc, moi je pense que politiquement, il faut élargir les débats. C'est ce qui est certainement justifié le nombre. On ne peut pas tenir... manifestement, parce que si c'était possible, je pense qu'il aurait pu le faire. Donc, vous avez dû le constater dans la nouvelle équipe gouvernementale, il y a une certaine ouverture qui, aujourd'hui, on va dire, ça tient compte de certains, de l'équilibre régional. Parce que c'est quand même politique, la fonction ministérielle. Lorsque vous appartenez au gouvernement, c'est quand même la plus haute récompense au plan administratif quand même. Donc, il faut que toutes les régions... Pourquoi vous parlez de récompense? Oui, récompense en termes de talent, de sacrifice que vous aviez consenti. Talent parce que n'importe qui ne va pas là-bas. Même si vous n'avez pas le talent, soit à un moment donné, vous avez été déterminant politiquement. Et donc c'est normal qu'on puisse vous permettre d'exprimer, n'est-ce pas, vos capacités. Et aussi que on ne peut pas le perdre de vue, c'est le pays. Nous sommes encore confrontés à certaines pesanteurs sociologiques qui font que lorsque toute une région n'a pas son fils au gouvernement, la région se sent exclue. Et ça peut donner des velléités, ça peut être à la source d'un certain nombre de velléités. Donc, je pense que le président de la République a tenu compte de tous ces paramètres-là, sociologie, politique, voilà. Donc, je crois que c'est intelligent de sa part. Et maintenant, il faut espérer que ces personnes à qui la grâce divine a fait appel, concrétisée par la volonté du chef de l'État, il faut espérer qu'ils puissent accompagner le chef de l'État pour que tout ce qui est prévu en termes d'action, du développement pour ce pays puisse très rapidement se concrétiser. Parce que les populations ne veulent pas savoir le nombre de ministres que vous avez. Elles veulent avoir de l'eau potable, elles veulent avoir des centres de santé, elles veulent avoir des écoles. Elles veulent que les enseignants soient payés à temps pour qu'il n'y ait pas de grève. C'est ça ce à quoi attendent nos compatriotes. Donc, c'est pas pour eux, vous pouvez avoir 5 ou 10 ministres, c'est pas leur problème. Ils veulent mieux vivre. Et ça, je crois que c'est projeté dans le PAG. Maintenant, il faut le concrétiser. Je crois que Tankira Kagbelantin le disait tantôt, on a eu le noyau dur qui est resté. On a eu, comment dirais-je, près de 9 nouveaux ministres qui sont entrés. Comment pourrait-on analyser ce choix du président de la République? Est-ce à dire que l'homme veut conserver
les efforts qui ont commencé par être faits par le noyau dur, où on a commencé par noter des actes, des actions, et peut-être apporter du sang neuf là où ça ne fonctionnait pas. Je pense que vous avez parfaitement raison, vous avez fait une très bonne lecture. Parce qu'il serait quand même surprenant qu'il débarque toute l'équipe du départ. Parce que dans toute chose, hein, vous avez forcément, même si vous n'êtes pas à ce niveau, on a forcément des collaborateurs très proches. Le noyau dur, comme vous l'avez su bien le dire, des gens qui ont commencé le combat très tôt. Mais on ne peut pas limiter la République à un cercle restreint. Il faut forcément tenir compte d'un certain nombre de paradigmes sociaux ou sociologiques, si vous voulez, et qui font que vous êtes obligé d'élargir et permettre à d'autres acteurs politiques, notamment, de pouvoir contribuer, d'apporter leur sang neuf. Parce qu'on les a vus faire pendant environ un an et demi, et on a observé peut-être un certain nombre de points faibles. Vous savez, lorsque vous êtes sur un terrain de football, c'est pas évident que vous puissiez être sûr de vous positionner aux bons endroits et au bon moment. Donc, ceux qui sont à la touche peuvent faire des remarques et venir à votre rescousse. Donc je crois que c'est à cette ouverture que le chef de l'État a pensé et je crois qu'il faut saluer. Donc le noyau du RSI effectivement, mais on a fait appel quand même à d'autres acteurs qui ne sont pas des moindres aussi. Il y a des anciens des nouveaux qui en réalité ne sont pas si nouveaux que ça parce que étant déjà très proches de la chose politique. Hein, je pense très rapidement à un certain Dossoui, ministre de l'Agriculture. Qui était déjà au palais. Qui était au palais. Il travaille sur un volet assez sensible, mais bien avant ça, je pense que si vous interrogez la conscience collective du Béninois, aujourd'hui, on vous dira, il fait partie quand même de l'un des meilleurs ministres de l'agriculture que le Bénin ait connu après le renouveau démocratique. Vous avez un certain, le jeune Kérékou, Modeste, qui avait été ministre des Sports, ancien député, et des gens qui, non seulement politiquement, sont au point, mais aussi son cas, avant sa nomination, il était le directeur général, je crois, du FNPEJ. Et puis, continuité de son action et ministre chargé de l'entrepreneuriat, je crois que c'est une bonne cohérence qu'il faut saluer. Vous quittez là, vous verrez que il y a au ministère de l'économie numérique une dame aussi qui vient remplacer une autre dame technicienne, elle était à l'ARCEP. Voyez-vous, donc, vous savez, ce secteur aujourd'hui est confronté à beaucoup de défis. Moi, je fais partie antérieurement dans mes activités passées, je fais partie de ceux qui pensent que le secteur GSM, c'est une mine que l'État aurait pu optimiser. J'ai jamais été d'accord de constater que ce secteur a été abandonné, n'est-ce pas, dans les mains des privés, qui, je ne suis pas contre le privé, mais je dis l'État doit pouvoir asseoir une société solide dans ce secteur et permettre, n'est-ce pas, au Bénin de se développer. Donc c'est bon que des sachants du secteur, des experts du secteur, on puisse leur confier un département aussi sensible, elle va poursuivre le travail et que très rapidement, les désagréments auxquels les consommateurs sont confrontés, les actions stratégiques qu'il faut prendre pour développer, booster le secteur, il faut très rapidement aller vite pour que nous puissions véritablement amasser, je dis engranger des ressources pour le développement du pays. Parce qu'ailleurs, vous ne verrez pas de sociétés privées étrangères dans ce secteur-là. En Chine, la plupart des sociétés, les deux sociétés qui gèrent ce secteur-là sont nationales. Et c'est un choix. C'est un choix. Et donc, il faut que très rapidement les réflexions puissent aller sur ce point-là. On sait que spécifiquement sur ce terrain, ce secteur du numérique, celle qui s'en va avait quand même ouvert des chantiers. Et pour améliorer la qualité vraiment de la connexion au Bénin, ce qui reste encore, comment dirais-je, une quête jusqu'à présent, est-ce qu'on peut espérer que finalement, ce vœu cher au président de la République de voir vraiment le Bénin domestiquer la bonne connexion sera une réalité? Alors, je pense que techniquement, oui, puisque là, nous avons l'expertise, nous avons la connaissance du secteur. Celle qui est venue n'est pas une novice, elle était à l'ARCEP. Donc, je crois que ce court séjour lui a permis d'avoir une vue panoramique du secteur. Les défis aujourd'hui. Donc, je pense que, effectivement, comme vous avez su bien l'identifier, ce vœu fort du chef de l'État sera réalisé et bientôt, je pense que nous allons pouvoir connaître, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais avec le dispositif qui est sur place, l'équipe
la nouvelle équipe de la CEP. J'ai suivi il y a quelques semaines un des responsables de cette institution sur une chaîne privée de la place. Il a pu rassurer sur les défis. C'est vrai, les populations sont impatientes parce que effectivement les désagréments, les défis sont énormes. Mais vous ne pouvez pas venir dans une maison comme ça, vous êtes obligé de mettre de l'ordre, de planter le décor. Lorsque vous voulez aller loin, il faut ménager. Ça commence à durer. Vous n'avez pas idée, Moi, ça commence à prendre du temps. j'ai échangé avec un homme du secteur la dernière fois. Il me dit, je dors rarement. Et si je n'avais pas la chance d'avoir une conjointe qui me comprend, c'est sûr que j'aurais eu des soucis dans mon foyer. Tellement la tâche à abattre est immense. Vous n'avez pas idée de tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années dans le pays. Et on a commencé à relever certains et il faut souhaiter que ça se poursuive. Et vous, hommes des médias, vous devez pouvoir servir de relais, n'est-ce pas, entre l'autorité politique et nos populations. Parce qu'il y a souvent cette incompréhension. Lorsque vous voulez assainir, on a tout fait de vous considérer comme un sorcier, ou vous voulez rendre des comptes, ou régler des comptes, voilà. Donc je pense qu'il faut de plus en plus que les professionnels des médias que vous êtes contribuer à sensibiliser nos compatriotes pour qu'elles soient moins frileuses relativement à un certain nombre de points sur lesquels le gouvernement travaille, mais qui ne sont pas encore, dont les résultats ne sont pas encore visibles. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Justement, c'est aussi simple que ça. Les actes qui sont bons, on les met devant le projet. Il faut renforcer, voilà. Parce que la dernière fois, par exemple, la décision qui a permis de découvrir 3000 étudiants fictifs, rarement, je crois, j'ai suivi des éléments sur vous là-dessus, mais ailleurs, je n'en ai pas vu autrement. Si vous souhaitez, si vous le permettez, pardon, le chef de l'État s'est prononcé là-dessus en dehors du pays. Non, on aurait pu avoir cette information. Vous savez, ce sont des stratégies. Parce que, vous savez, je ne suis pas sûr que il y a plus grave que ça. Il y a plus grave que ça. C'est pourquoi c'est juste une boutade qu'il a dû sortir pour dire je travaille. C'est comme énormément sur la situation déliquescente. C'est comme un cadavre qui est à la mort, qui est à la morgue. Vous ne pouvez pas savoir quelles sont les démarches menées par les parents pour pouvoir lui offrir un dernier. On va fermer cette parenthèse. En tout cas, les renseignements que j'ai eus récemment, très récemment, au but de ce que il y a de bonnes choses pour le pays. Il faut souhaiter que cela se réalise. En tout cas, c'est moi mon souhait en tant que citoyen. On poursuit l'analyse sur les entrées. Le cas du ministre de la Défense, c'est pas n'importe qui occupe ce poste. Nouati qui sort je ne dirais pas de nulle part, mais en tout cas on l'a pas vu ces dernières années dans l'appareil d'État, mais qui vient occuper le poste du ministre délégué de la Défense, un poste qu'on confie généralement à des personnes de confiance. Évidemment, donc c'est la preuve que si on lui a confié ce poste, c'est qu'effectivement il est l'homme de confiance. Il ne faut pas oublier que c'est l'ancien maire d'Aboumé, c'est un chirurgien de son État, c'est quand même un cadre assez affirmé. Le chirurgien n'est pas chirurgien n'importe qui. C'est vrai, il n'est pas de l'armée, mais pour ces gens de poste, je crois le maître mot, c'est la confiance. Le ministère de l'Intérieur et la Défense, c'est quand même des postes assez stratégiques et assez sensibles pour l'autorité. C'est d'ailleurs que vous verrez que depuis un certain temps que certains chefs d'État décident carrément d'assumer le poste de ministre de la Défense. On en a vu sous le règne de M. Yaïbouni. Donc, dans certains pays aussi, c'est pour dire que c'est un poste stratégique. Et donc, si le chef de l'État en vient à confier cette responsabilité à M. Nouati, certainement, c'est pour célébrer la confiance. Parce que la région Abomey et environ a quand même été très, très déterminante pour l'élection du chef de l'État. Donc, certainement que dans les sillages, M. Nouati a mouillé le maillot sur le terrain. Et donc, il a pu
faire passer le message, malgré tout. Donc, certainement que c'est pour maintenant célébrer cette confiance qui a permis que le chef de l'État ait pu maîtriser la zone dont je parlais tout à l'heure. Donc, je crois qu'avec l'appui des techniciens, des experts, l'essentiel c'est d'être ouvert, dialoguer avec les spécialistes de la question. Je crois qu'il saura le faire. C'est un cadre, émérite, chirurgien, voilà. Donc, je pense que j'ai pas peur pour lui. L'essentiel c'est que les populations, comme je le disais il y a quelques minutes, les populations aient le résultat. Nous voulons vivre mieux au Bénin. Voilà. Takbouma Ouyon, par exemple, qui passe de la direction des examens et concours au ministère de l'enseignement secondaire. Voilà, la continuité. Absolument, la continuité. En grade. En grade, parce que c'est un docteur, enseignant-chercheur à l'université, un des gens très respectueux de la tradition. Hein. Ça, j'en sais quelque chose, parce que si vous prenez... Il a d'ailleurs souvent clamé. Hein. Ah oui, il le dit souvent. Il est dans la tradition pure et dure. Vous prenez quelque chose comme le FA, c'est un monsieur très respectueux, très instruit. Voilà. Donc, je l'ai suivi sur d'autres forats où il vantait sur le mérite de cet instrument-là. Bref, c'est un connaisseur du secteur. Et donc, ça fait partie des forces, n'est-ce pas, de ce gouvernement, c'est d'allier en fait l'expertise et la dose politique, parce que il est quand même un acteur politique aussi. Il n'est pas que. Il est très proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale. M. Nago, Mathurin. Et souvenez-vous, sa nomination, quand le président Patrice Talon est arrivé au pouvoir, a suscité des vagues de réactions. Oui, vous savez, nous avons souvent des problèmes de personnes, hein, sinon l'homme en lui-même, il fait partie quand même des crèmes en matière de, quand vous parlez de la littérature béninoise ou africaine en général, c'est une tête bien faite. Il faut respecter ça. Maintenant, mais évidemment, vous ne pouvez pas faire l'unanimité sur tous les plans. Voilà, quelques-uns qui vous critiquent, c'est leur droit, nous sommes en démocratie. Mais ça n'enlève en rien l'expertise de l'homme, et c'est heureux que le chef de l'État ait pu l'identifier et lui ait confié un poste aussi sensible. Maintenant, il faut que cette rentrée se passe sans anicroche. Ça suppose beaucoup plus de capacité d'anticipation. Il faut il faut anticiper sur les préoccupations des enseignants pour que nos enfants puissent quand même finir l'école dans de très 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 bonnes conditions. C'est ce qui, au finish, serait le grand mérite. Parce que il servira à rien d'être bardé de diplômes, expérimenté, et que les problèmes du secteur ne puissent pas être réglés. Parce que le chef de l'État ne peut pas, quand même, à mon avis, je trouve qu'il ne peut pas être présent partout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait appel à des collaborateurs. Donc ces collaborateurs doivent pouvoir anticiper sur les préoccupations de leur secteur et proposer des solutions pratique pour que nous puissions éviter tout ce qu'on a eu comme débrayage. Voilà, ça ne va pas en manquer. Mais il faut pouvoir anticiper pour éviter le blocage. Et parlant de Takbouma, il y a un élément très important qu'il faut se souligner. Il a mené un certain nombre de réformes dans son moment il était à la direction des examens et concours, qui a fait économiser à l'État plusieurs milliards de francs CFA, parce que généralement les examens de fin d'année étaient l'occasion pour certains cadres de s'enrichir. Mais aujourd'hui, toutes ces poches-là ont été verrouillées. On peut-on conclure que c'est un élément également qui a déterminé forcément. Sa nomination. Et j'espère que les verrous qu'il a mis sur place vont demeurer, et que son remplaçant, il faut trouver quelqu'un qui a compris la démarche et qui soit en mesure de perpétuer cette non, mais sa nouvelle position devrait pouvoir en tant que ministre, mais verrouiller la chose, puisque c'est le ministre de tutelle. Oui, c'est le ministre de tutelle, mais il n'est pas à l'opérationnel. Il ne sera pas. Il a un droit de regard. Oui, il a un droit de regard, mais tout ce qu'on vous présente, tout ce qu'on fait après, vous savez, le général Mathieu Kérékou l'a dit, c'est le terrain qui commande, c'est lui qui est à l'opérationnel qui décide. Donc si il n'a pas un bon élément qui comprenne l'utilité de l'action antérieure menée, ça va être compliqué. Donc, en tout cas, je compte sur la sagacité, la clairvoyance de ces autorités qui pourront quand même nous arrêter, l'asseyer sur beaucoup de plans et permettre à ce que nous puissions
nous développer enfin. Parce que c'est ça l'essentiel. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe à l'intérieur du pays où beaucoup de nos compatriotes manquent d'eau potable. Vous avez des localités où pour avoir des centres de santé, il faut parcourir des kilomètres pour avoir des centres de santé. Et lorsque vous avez la chance d'avoir le centre de santé, il faut voir l'intérieur. Est-ce qu'il y a, et vous n'avez souvent pas un plateau technique digne du nom. Et donc, beaucoup de nos compatriotes continuent de mourir bêtement pour des maladies, des affections qu'on aurait pu éviter ailleurs. Donc, je pense que une petite digression pour dire que même au CNHU, aux urgences, les gens continuent de décéder, faute de moyens, d'être pris promptement. Absolument. Et ça, ce n'est pas que les moyens manquent. Il y a eu encore le cas la semaine dernière. C'est parce que, justement, les gens s'organisent pour dépouiller l'État de l'essentiel de ses ressources. Donc, c'est heureux que, moi, je n'avais pas cette information sur M. Capot relativement à son séjour, ce qu'il a pu faire. Donc, c'est heureux. Il faut poursuivre l'œuvre. Alors, parlons maintenant des départs. Un départ quand même assez cinglant. Oui, mais vous avez oublié deux entrées. Le cas de celle qui est aux affaires sociales. Tout à fait. Et puis notre ami de PGMU qui était, qu'il m'en excuse, en chômage technique parce que... C'est moi d'ami. Voilà. L'ancien maire de Parakou. Bien sûr. Oui, vous n'avez pas idée de ce que cet homme a vécu. Il avait joué un rôle déterminant dans l'arrivée au pouvoir de M. Yahya Boni en son temps. C'est un homme politique assez averti. Il a l'air jeune, mais très expérimenté. Parce que je me rappelle que pour que M. Yahya Boni en son temps dépose sa candidature, il lui fallait un document sensible. L'attestation de résidence. Et en son temps, ça n'a pas été facile. Et celui qui a débloqué la situation, c'était M. Adami, avec la complicité de l'actuel maire de Parakou, Irénée du Sort, M. Charles Toko en son temps. Mais la suite, vous la connaissez. Quelques temps après, le divorce est consommé et ces gens ont dû prendre la tangente sur beaucoup de points. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont été récompensés par tout ce qu'ils ont eu à faire dans le cadre de l'élection du M. Talon. Donc c'est un cadre assez expérimenté, ancien député et ancien maire de Parakou. Je crois que c'est une bonne tête. Et c'est très bien que des personnes politiques averties comme de la trempe de M. Adami soient dans le gouvernement. Parce que vous ne pouvez pas, le gouvernement ne peut pas être purement technique. Je crois que le chef de l'État l'a appris les quelques années, enfin quelques mois de gouvernance. Il a compris que la dimension politique est très très stratégique et très importante. Donc il a comblé ça et c'est à saluer. Maintenant, l'arrivée qui est, je vais dire, la scission du ministère des Affaires sociales, de celui de la fonction publique, c'était quand même un trop gros morceau pour Mme Matisse, une brave dame aussi. Donc c'est heureux de séparer les affaires sociales. Aujourd'hui, parce que depuis 22 ans au moins, sur le plan africain international, les affaires sociales ont pu déjà acquérir leur autonomie. Au départ, le social est souvent greffé à la santé, mais depuis 20 ans, 22 ans, les PTF, les organisations internationales ont pu exiger que le social soit effectivement différent, enfin dissocié de tous les autres secteurs. Donc, ça permettra aujourd'hui d'avoir de la visibilité, de permettre aux professionnels du secteur de mieux faire comprendre en réalité ce qu'on appelle le social. Parce que dans ce pays, j'ai comme l'impression que quand on parle de social, les gens ont tendance à croire qu'il s'agit de la mendicité, de la gratuité. Quand quelqu'un est dans un programme social, à terme, c'est de lui permettre d'avoir son autonomie, c'est de lui permettre d'acquérir son autonomie. Donc, le social ne veut pas dire il faut rassembler des gens et leur donner du poisson tout le temps. C'est pas ça du tout. La dénomination sociale, je crois que c'est celle-là qui a remplacé la famille, je crois. Absolument. La famille. Ah, bien sûr. Des personnes handicapées. Des personnes troisième âge, les enfants orphelins et tout. C'est assez stratégique c'est assez stratégique parce que moi je ne vous cache pas, à l'origine je suis un assistant social d'abord avant que des juristes. Donc en son
longtemps, on avait l'association des professionnels du social avait un peu boudé parce que effectivement le fait de combiner c'était diffus. C'était diffus et ça on n'avait pas beaucoup de visibilité sur le secteur. Aujourd'hui, ça va être une occasion de les mettre en vue, n'est-ce pas? Et il faut saluer ce retour à la norme internationale. Il y a un contrat, j'aimerais bien avoir votre avis sur le cas du ministère des Sports, des loisirs, qui regroupe tout ça, avec maintenant le tourisme qui est un gros secteur, et maintenant la culture. Alors, c'est un puisque gros vous avez dit, ministère. puisqu'on a séparé maintenant la fonction publique des affaires sociales, cela permettra une certaine rapidité dans les actions, mais voilà qu'on centralise 3 gros domaines dans un seul ministère. Alors, vous savez, M. Obeki, c'est un jeune. Et un jeune, il a encore la force, il a encore l'énergie. Donc, je pense qu'il ne sera pas fatigué de pouvoir aller sur tous ces fronts-là. Effectivement, c'est lourd comme ministère. Mais pour ce qui concerne le tourisme, il ne faut pas oublier que nous avons une agence présidentielle qui va être un peu le bras opérationnel. M. Pliard qui fait des travaux, je vais dire, immenses, un travail immense sur le terrain. Ça, il faut penser que, pas pour le volet tourisme, le gros lot, en tout cas, l'aspect purement opérationnel est en train d'être occupé par l'agence présidentielle gérée par monsieur Pliard. Donc, je pense qu'il est encore jeune, il a encore de l'énergie. Donc, c'est un homme assez méthodique. On l'a vu ces derniers mois, se positionner sur des crises quand même assez délicates. La Fédération béninoise de football, il a pu quand même mettre de l'ordre. Là où il y a quand même en train d'engranger des résultats, on voit un peu plus les écureuils mordant, même à l'extérieur. Nous espérons que la campagne prochaine pour la CAN, je veux dire, pourra être une réalité positive. Mais ici, comment voyez-vous vraiment le management? Parce que la culture, c'est quand même un gros domaine, un très vaste domaine, avec des acteurs qui sont tout aussi, comment on va dire, virulents, les uns que les autres. Je crois que le ministre sortant a eu quand même pour son grade. Nous avons également le tourisme dont vous parliez tantôt et le sport qui reste quand même un domaine de prédilection pour les Béninois. C'est un challenge. Franchement, c'est gros. C'est un challenge. Vous avez toujours voulu que la jeunesse soit au pouvoir. Je pense qu'on a toujours souhaité que les aînés permettent à la jeunesse de s'exprimer. Donc la jeunesse a là l'occasion de s'exprimer. C'est l'occasion là aussi. C'est le moment pour l'entourage je crois qu'il a nommé également des jeunes. Il a fait appel à beaucoup de jeunes. Donc il faut que chacun à son niveau fasse le travail, lui prépare le terrain pour qu'enfin il puisse, n'est-ce pas, donner des bons résultats. C'est quand même la célébration de la fidélité, de la confiance. Parce que c'est un monsieur qui a pratiquement risqué sa vie autant fort. C'est l'homme de confiance. Mais attendez, nous sommes en politique. Vous n'allez pas faire confiance, vous n'allez pas confier des responsabilités à des gens que vous ne connaissez pas, des gens qui n'ont pas cru en vous. Monsieur Omeki, vous rappelez au temps fort de la gestion de monsieur Yahi, il était pratiquement au maquis. Il était pratiquement maquis. Il y avait des signes évidents que on voulait pas organiser les élections. Il y avait des petits jeux. Donc, il a pu quand même s'afficher sur la cause de M. Talon. Donc, je pense que c'est quand même normal, logique. À la place de M. Talon, je ne ferais pas autrement. Parce qu'en son temps, il a fallu bien évidemment des gens pour aller au charbon. Ils auraient pu laisser leur peau. Toutes les conditions étaient remplies à ce moment-là. Donc, je crois c'est un retour d'ascenseur. Maintenant, il faut pouvoir le mériter. Et je crois que l'homme a la tête sur les épaules. On va conclure en moins de 5 minutes, mais en parlant bien entendu de l'équilibre régional, est-ce que ça a été respecté? Quelle dimension politique ce premier remaniement ministériel de Patrice Talon a? L'équilibre régional a été, à mon avis, rempli. C'est déjà beaucoup mieux que le premier gouvernement. Il y a cet appel qui a été fait à des gens qui n'étaient pas forcément aux premières heures de la rupture. C'est aussi une bonne chose parce que peut-être que en faisant
ce dosage, rupturien pur et non rupturien, on va obtenir un résultat assez concret. Parce que l'équipe, le gouvernement lui-même a reconnu qu'il y a des points sur lesquels tout n'a pas marché. Et donc, c'est une ouverture salutaire, à mon avis. Moi, je ne parlerai pas de gouvernement d'union nationale parce que nous ne sortons pas d'une crise. Mais c'est une ouverture quand même. Il y en a qui ont pensé que le premier gouvernement avait une forte dominance plateau d'Abomey. Le chef de l'État a dû se rendre compte de la chose pour maintenant monnayer les choses et je crois qu'on peut dire que l'équilibre est respecté. C'est heureux que le chef de l'État ait écouté son peuple, ait écouté quelques avis. Parce que, qu'on le veuille ou non, tant que certains réglages ne sont pas faits, lorsque certaines régions ne voient pas, c'est malheureusement encore ça, ils ne voient pas leur fils. On en est encore là. C'est comme ça et on est obligé de faire avec. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, disons, fonctionner sans ces paradigmes. Alors, un cas maintenant quand même assez important, c'est le cas. Le ministre Koupaki, ministre d'État chargé du secrétariat à la présidence. Oui. Sa nomination a fait objet d'un décret à part. Oui. Est-ce qu'il fait partie du gouvernement ou il est en dehors du gouvernement? Il fait en pas... tout cas, la polémique, vous le savez, influence sur les réseaux sociaux. Non, la polémique, on se pose la question de savoir. Non, nous avons cette spécialité au Bénin. Vous êtes juriste. Nous faisons des polémiques. Parlez-nous-en. Nous faisons des polémiques là où il n'y en a pas. Les textes, l'article 54 de la Constitution du Bénin dit, lorsque le chef de l'État forme son gouvernement, il doit le transmettre au bureau, à l'Assemblée, notamment au bureau de l'Assemblée, pour avis consultatif de ce dernier. Est-ce que le décret qui compose le gouvernement, est-ce que le nom de M. Koupaki est sur ce... selon certaines discrétions, son nom n'y était pas. Le nom n'est pas selon certaines non, mais sur la liste, son nom n'est pas sur le décret. Donc, il n'est pas membre du gouvernement. Maintenant... C'est aussi simple que ça. Il n'est pas membre du gouvernement. Ça, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat. Mais il est ministre d'État. Attendez, à l'origine, le terme ministre veut dire serviteur de la République, serviteur. Et je vais vous rappeler, Louis XIII, en ce moment-là, parlait, nommait des ministres qui ne faisaient même pas partie du gouvernement. Et était en ce moment-là dans ce qui était appelé le Haut Conseil, qui va devenir plus tard le Conseil constitutionnel. En 2012, le Sénégal a nommé exactement le même truc. Ministre d'État, secrétaire général de la présidence, qui ne faisait pas partie du gouvernement. C'était depuis 2012. Mais en 2017, soit 5 ans après un pays africain, on fait la même chose. Alors, et ça interprétation pour interprétation, oui. c'est-à-dire qu'il est en disgrâce vis-à-vis du chef de l'État. Mais pas du tout. Vous n'avez pas idée. Il était membre du gouvernement. Contrairement à ce que aujourd'hui, pour moi, il ne l'est plus. Alors. Non, vous savez, c'est pas M. Koupaki, il n'est pas sa première expérience de membre du gouvernement. Le volet le plus sensible, c'est comment on prépare le gouvernement à pouvoir atteindre son objectif. Et ça, le chef de l'État l'a compris, qu'il le faut à côté, et très proche de lui alors, un technicien. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Le poste actuel de M. Koupaki, c'est beaucoup plus sensible, mais alors très sensible, parce que là, on lui demande d'avoir une vue holistique du gouvernement, une vue panoramique sur tout ce qui va se passer dans le pays. C'est la différence. Donc, c'est beaucoup plus. C'est plutôt une confiance réaffirmée. Parce que lorsque vous êtes ministre, vous êtes responsable d'un département. Mais là où il est là, mais attention, il est l'oreille et la bouche pratiquement de M. Talon. Et je présume que bientôt, c'est une présomption simple, d'accord, mais je présume qu'il va certainement présider le Conseil des ministres en l'absence du président de la République. Parce que vous n'avez pas idée de ce que lorsque vous êtes secrétaire général de la présidence, ce que vous pouvez faire. Parce que il faut forcément... Tout passe par vous. Absolument. Vous devez pouvoir... Ceci étant, faut nous parler maintenant des sorties. On a oublié de parler des pros à Diavo. Qui ont été tous débarqués. Qui sont partis. Non, écoutez, moi je pense que... Cela coulait de source. Moi je pense que logiquement, les personnes dont il s'agit, qui n'ont pas démérité, hein, il faut l'avouer, pas la force des choses, il n'y a plus il y a une certaine apparence de désaccord entre les deux hommes. Donc,
pour que, on va dire, cette suspicion ou cette relation... La cassure est consommée. Oui, en tout cas, moi je ne peux pas l'affirmer. Il vaut mieux le constater. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux. Non, il vaut mieux le constater. Parce qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. Donc, c'est clair. Mais si on est au thème. voilà, je Très considère... rapidement, quand même, un mot sur le, si vous le permettez, tranquille à 4 volontaires, un mot sur le départ de Sécutor. C'est quand même surprenant. Non, un fidèle. Peut-être que c'est pour préparer les élections législatives, qui sait. Parce que le chef de l'État, il veut que certainement que les gens se concentrent sur l'essentiel. Donc, je me dis, dans ma petite analyse, je me dis, certainement, c'est pour lui permettre d'être plus libre sur le terrain. Et lui-même l'a dit, il a dit quelque part dans son poste qu'il va maintenant s'occuper de l'Union fait la nation. Absolument, parce que vous ne pouvez pas être ministre et être en train de avoir du temps nécessaire pour, comment dire, s'occuper de vos ambitions politiques. Vous êtes juriste et analyste politique. On décryptait donc la formation, le remaniement ministériel, le premier intervenu ce week-end, sous la bénédiction, bien entendu, du président de la République, M. Patrice Talon. Tout à fait. Avec lui, nous avons désormais 22 ministres qui donc officient pour la République afin de l'aider dans, bien sûr, la traduction dans les faits du PAG, le programme d'action du gouvernement, chapeauté par lui-même sous, bien sûr, son leadership. Nous espérons simplement que cette équipe aussi va donner beaucoup de bonheur à ce peuple.